L'écran devant moi n'a ni clignoté, ni hésité. Il a crié. Avis de licenciement, faute grave. Mon nom affiché en grand sur l'intranet de l'entreprise, sous les yeux des fournisseurs et collègues qui regardaient en direct. Le mot « négligence » résonnait plus fort que le bourdonnement des projecteurs de la salle de conférence. 15 ans à bâtir des systèmes de conformité, et pourtant, Richard Hale, notre COO, m'a effacé d'une seule ligne. Ma poitrine brûlait d'humiliation, mais sous la douleur, une vérité couvait. Les contrats qu'il exhibait devant les actionnaires dépendaient encore de moi. Avant de continuer, dites-moi, d'où regardez-vous? Écrivez le nom de votre ville ci-dessous. Cette histoire va basculer d'une manière que personne n'avait prévue. L'écran du projecteur illuminait la salle de conférence quand tout est arrivé. Mon nom, en lettres rouges éclatantes, encadré de mots plus tranchants qu'une lame. Avis de licenciement, faute grave. La pièce entière s'est figée. Les fournisseurs chuchotaient, les employés étouffaient, des exclamations et le cliquetis des claviers résonnait comme des coups de feu. J'étais debout à la table centrale, dirigeant un audit de conformité fournisseur, quand en un instant, le COO, Richard Hale, a dynamité ma carrière devant chaque témoin. Sa voix a jailli de l'interphone, tranchante, saturée d'autorité feinte. Absence à la session d'alignement de ce matin. Faute grave. Un exemple doit être donné. Ma gorge s'est nouée, l'air brûlait ma poitrine, et l'humiliation m'enserrait comme des chaînes. 15 ans de sacrifice s'effondraient en un seul titre. J'aurais voulu hurler que j'étais là, dans cette salle, faisant mon travail, protégeant les contrats vitaux de l'entreprise pendant qu'il montait son petit théâtre. Mais son rictus projeté à l'écran étouffait toute défense. Il ne s'agissait pas de vérité, mais de contrôle. Il voulait me brandir comme un avertissement, la preuve que même l'épine dorsale pouvait se briser. La colère rugissait dans mes oreilles, brûlante et électrique, mais sous la douleur s'aiguisait une certitude. Richard croyait que ce spectacle était la fin, qu'en m'effaçant à l'écran, il effaçait ma valeur. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le système même qu'il exhibait, les audits, les contrats, les déclencheurs fournisseurs, battait encore au rythme des garde-fous que j'avais moi-même conçus. Et tôt ou tard, ces garde-fous lui rappelleraient de qui venait le véritable pouvoir. Richard Hale ne s'est jamais soucié des systèmes qui maintenaient notre entreprise en vie. Ce qui l'obsédait, c'était la lumière des projecteurs, la façon dont sa voix résonnait dans une salle du conseil, ou comment la peur affûtait sa réputation d'homme qu'on n'osait pas défier. Son style était simple, convoquer des réunions surprises, à des heures impossibles, abattre quiconque hésitait et appeler cela de la discipline. Pour lui, les règles n'étaient que des accessoires de scène et les gens de simples figurants dans son spectacle. Je l'avais déjà vu faire, des courriels envoyés à 23h58 exigeant une présentation à 6h, des responsables des opérations humiliés devant des services entiers pour avoir manqué une réunion imprévue. Ce qui comptait pour Richard, ce n'était pas les résultats, mais l'obéissance immédiate. Moi, j'avais joué mon rôle en silence des années durant, sacrifiant mes nuits et mes week-ends à construire des cadres d'audit qui détectaient les erreurs avant qu'elles ne deviennent des désastres. Je ne me plaignais pas, je ne cherchais pas les applaudissements. Je bâtissais simplement ce qui devait exister. Des déclencheurs numériques forçant les fournisseurs à respecter la conformité, des journaux de suivi retraçant chaque expédition, des garde-fous invisibles pour lui mais vitaux pour chaque dollar gagné par l'entreprise. Et pourtant, quand il voulut rappeler à tous qui détenaient le pouvoir, c'est moi qu'il choisit. La seule personne dont le travail avait porté le poids de crise que nul autre ne pouvait résoudre. Il a affiché mon nom sous l'étiquette de la négligence en se tenant sur les fondations que j'avais construites. Voilà le rythme cruel du contrôle de Richard. Il prospérait grâce aux raccourcis et au spectacle, tandis que moi, je vivais de préparation et de vérité. L'ironie profonde m'a saisi même au cœur de l'humiliation brûlante. Il croyait qu'en m'effaçant, il se rendait intouchable, alors qu'en réalité, son empire reposait déjà sur des murs qu'il n'avait jamais inspectés. Je sentais remonter le flot de chaque avertissement ignoré. La fois où il rejeta ma demande de double signature sur les contrats fournisseurs, la manière dont il ricana en qualifiant les journaux d'audit de paperasserie, le mépris dans sa voix quand il traita la conformité de ralentisseur à la croissance. Il riait alors, mais chacun de ses garde-fous était toujours en place. Chacun portait ma trace dans sa conception. Richard ne le comprenait pas encore,
Mais le schéma de contrôle dont il usait pour maintenir les autres dans la peur était le même aveuglement arrogant qui l'empêchait de voir les systèmes prêts à le démasquer. À 8h32, il avait mis en scène son théâtre de pouvoir, mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que le véritable scénario était déjà écrit, dans le code, les contrats et les signatures qu'il avait toujours ignorées. La brûlure de l'humiliation n'avait pas encore refroidi quand une seconde prise de conscience me serra la poitrine. Richard Hale n'avait aucune idée de ce dans quoi il venait de mettre les pieds. Pour lui, mon licenciement était pas du théâtre, une mise en scène destinée à rappeler à tous son autorité. Mais pour les systèmes que j'avais conçus, mon éviction n'était pas un spectacle, c'était une faille. Chaque contrat fournisseur lié à Proxima Manufacturing exigeait un contrôle en couche. Aucune facture, aucune expédition, aucun paiement ne pouvait passer sans les journaux de conformité que j'avais construits des années auparavant. Ces journaux n'étaient pas décoratifs. Ils étaient l'ossature qui permettait aux investisseurs de faire confiance à nos chaînes d'approvisionnement et aux fournisseurs de travailler sans crainte d'exposition. La règle était simple, enfouie dans une politique que Richard n'avait jamais pris la peine de lire. Chaque cycle d'audit nécessitait non pas une, mais 2 signatures validantes, dont l'une devait obligatoirement provenir de mon service. Ce n'était pas de l'ego, c'était de la structure. Sans cette validation, les contrats n'étaient non pas seulement bloqués, ils devenaient invalides. Richard croyait m'avoir effacé par un titre choc, mais en réalité, il venait d'effacer sa propre légitimité juridique. Et le plus cruel, dès l'instant où il tenterait d'avancer sans moi, le dispositif se déclencherait. Je me souvenais des nuits blanches passées à bâtir ce système, de chaque livraison en retard, de chaque facture tordue d'un fournisseur, qui m'avait appris à tresser des garde-fous pour qu'aucun raccourci ne passe inaperçu. Richard avait toujours balayé cela comme du détail inutile, mais aujourd'hui, ces détails étaient devenus les failles sous sa scène. Dès la fin de la matinée, les fissures apparaissaient déjà. Lydia Cross, notre directrice de la conformité, était restée silencieuse pendant l'audit, mais son regard disait tout. Elle faisait déjà le lien. Elle connaissait les règles, savait que sans ma contre-signature, les dossiers fournisseurs que Richard venait d'exhiber devant une douzaine de partenaires n'étaient rien d'autre que des papiers sans valeur juridique. Et pire encore pour lui, elle avait aussi identifié la seconde faille, le nom de son neveu Evan griffonné sur un des journaux numériques, une co-signature non autorisée, sans aucune validité légale. Je n'étais pas présent quand Richard avait ordonné à Evan de signer, mais je pouvais imaginer la scène, la fausse assurance dans sa voix, le gribouillis nerveux du stylo, le rire désinvolte quand il lança. Signe, peu importe, on a juste besoin d'un nom. Evan avait peut-être cru à ses paroles, Richard y croyait sûrement, mais Lydia, jamais. À mesure que les minutes s'égrenaient, ma honte se transformait en quelque chose de plus tranchant. La bannière sur l'intranet continuait d'afficher ma prétendue négligence, mais je sentais déjà la mèche se consumer sous ses pieds. La conformité n'était pas un accessoire, ce n'était pas du théâtre, c'était la loi. Et Richard venait de se placer sous un projecteur qui allait bientôt se transformer en nœud coulant. Mon nom avait peut-être été humilié en public, mais mon travail, lui, vivait dans chaque contrat, chaque signature, chaque déclencheur qui protégeait les 480 millions de dollars d'accords fournisseurs de l'entreprise. Richard pensait avoir fait de moi un exemple. En réalité, il venait de préparer sa propre chute. L'humiliation a le pouvoir de réduire au silence même les voix les plus fortes, mais dans ce silence, quelque chose d'autre attendait. J'étais assis dans un coin de la salle d'audit, le téléphone lourd dans ma main, observant l'annonce de Richard Hale se propager sur tous les écrans. La messagerie de mon équipe clignotait de confusion, des phrases inachevées, des collègues qui tapaient, puis effaçaient, comme si les mots eux-mêmes étaient devenus dangereux. Ma poitrine brûlait encore, mais au lieu de me défendre avec des paragraphes d'explication, j'ai tapé une seule phrase, enregistrer tout. Les systèmes n'avancent pas sans vérité. J'ai hésité une demi-seconde avant d'appuyer sur « Envoyer ». Ce n'était pas une protestation, pas une défense, pas même un argument. C'était un rappel, discret mais indéniable, le même principe qui avait guidé mon travail pendant 15 ans. Quelques secondes plus tard, une réponse est apparue. Un cœur envoyé par l'un de mes adjoints, puis un autre, puis un simple « compris ». Le fil a commencé à grandir au rythme des messages, timide au départ, puis régulier, et bientôt ma phrase était citée dans d'autres canaux parallèles. Quelqu'un l'a copiée dans le chat des achats. Un planificateur l'a affichée dans un groupe de logistique. En moins d'1 heure,
La phrase avait quitté mon cercle restreint et se répandait dans l'entreprise comme une bannière transmise de main en main. Richard avait toujours cru que le pouvoir venait du volume, de la voix qui tonne au micro, de la peur qu'il injectait avec un seul ordre. Mais ce qui se propageait ce matin-là n'était pas bruyant, c'était silencieux, constant et inébranlable. Mes mots apparaissaient sur des tableaux blancs, dans des notes de réunion, même griffonnés dans un coin de bon de livraison. Enregistrez tout. Les systèmes n'avancent pas sans vérité. La phrase n'avait rien de théâtral, mais elle était dangereuse, car elle rappelait à chacun que la structure comptait plus que le spectacle. Elle donnait aux employés la permission de voir sa mise en scène pour ce qu'elle était, un numéro destiné à humilier, non à protéger l'entreprise. En milieu d'après-midi, des collègues mots que je n'avais pas contactés depuis des années m'envoyaient des captures d'écran. Mes mots étaient utilisés comme statut dans les applications internes, cités dans des courriels de fournisseurs, et même inscrits anonymement sur des post-it dans le hub opérationnel. L'ampleur me surprenait. J'avais attendu le silence, peut-être la pitié. Au lieu de cela, les gens s'accrochaient à cette phrase comme si elle leur rendait l'air. Richard, bien sûr, n'avait aucune idée de ce qui se passait. Tandis qu'il peaufinait ses discours et savourait sa démonstration publique de pouvoir, sa scène se fissurait sous ses pieds. Chaque fois que quelqu'un répétait mes mots, il ne se contentait pas de se tenir à mes côtés. Il se levait contre le genre de manipulation dont Richard s'était nourri. J'ai compris alors que je n'avais pas besoin de crier, pas besoin de me battre sur son terrain. Une seule phrase avait déjà échappé à sa prise, se répandant plus vite que n'importe quelle note de service qu'il pouvait signer. Et lorsqu'il s'en rendrait compte, il serait bien trop tard pour la réduire au silence. Richard Hale adorait avoir un public, et les retombées de mon licenciement étaient exactement le théâtre qu'il recherchait. En fin d'après-midi, il programma une allocution en direct pour rassurer les employés et les partenaires. Son visage envahit les écrans de toutes les divisions, mâchoire crispée, costume impeccable, posture répétée comme celle d'un homme en quête de pouvoir plutôt que de protection d'entreprise. Les standards seront maintenus, déclara-t-il, sa voix résonnant avec la certitude de quelqu'un persuadé que la peur suffirait à le porter. La conformité est importante, mais la discipline compte davantage. Nous ne pouvons tolérer la faiblesse, ni au sommet, ni nulle part. Ces mots transpiraient le mépris, un message adressé non seulement à moi, mais à quiconque oserait hésiter quand il claquerait des doigts. Je restais silencieux, les écouteurs dans les oreilles, écoutant depuis la salle d'audit, tandis que mes collègues feignaient de se concentrer sur les rapports fournisseurs. L'humiliation pesait toujours dans ma poitrine, mais désormais quelque chose de plus froid se formait, une clarté qui s'aiguisait à chaque phrase. Richard ne cherchait pas seulement à m'effacer, il voulait redéfinir l'entreprise à son image. Le spectacle plutôt que la structure, l'obéissance plutôt que la vérité. Puis, dans un moment qui aurait dû passer inaperçu, il commit son erreur fatale. S'adossant à sa chaise, un rictus aux lèvres, il lâcha une phrase plus tranchante que toute son autorité jouée. Les audits n'arrêtent pas la production, ce sont les gens. Il rit, bref et sec, comme si la formule était brillante. Mais dans ce rire négligent, il trahissait la fondation même qui soutenait l'entreprise. La conformité n'était pas une contrainte bureaucratique, c'était l'échafaudage de chaque contrat, de chaque livraison, de chaque dollar. S'en moquer relevait non seulement de l'arrogance, mais de la négligence diffusée en direct. L'extrait circula plus vite que n'importe quel discours qu'il avait prévu. D'abord partagé dans un canal secondaire, puis relayé dans les messageries internes, il finit par atteindre les représentants des fournisseurs qui comprirent immédiatement ce que cette phrase signifiait pour leur propre risque. Le soir venu, la remarque était devenue le centre de débats furieux. Donc notre COO pense que les audits sont une blague? S'il ignore la conformité, que deviennent nos contrats? C'est ce leadership qu'on est censé suivre. La bannière silencieuse que j'avais écrite plus tôt, enregistrait tout, les systèmes n'avancent pas sans vérité. Se heurtait désormais à son éclat de rire, et le contraste était dévastateur. Mes mots rappelaient l'ordre, les siens révélaient le mépris. Tandis que Richard continuait de parader, Lydia Cross avait déjà commencé à passer au crible les dossiers fournisseurs avec son équipe. Elle mit rapidement au jour le problème que j'avais anticipé. Les signatures étaient invalides. Le nom d'Evan Hale apparaissait comme co-signataire sur des journaux qu'il n'avait aucune autorité à approuver. Contrat après contrat, Lydia vérifia et un à un, il s'effondrait dans l'illégitimité.
Quand elle rassembla ses conclusions, le chiffre était accablant. Plus de 480 millions de dollars d'accords fournisseurs étaient désormais gelés, inapplicables parce que Richard avait contourné les règles. Et contrairement à l'humiliation ou au spectacle, les chiffres ne pliaient pas à sa volonté. Ils parlaient d'eux-mêmes, noir sur blanc. La négligence ne venait pas de moi, mais de lui. La remarque divulguée et les contrats invalides s'alimentaient comme deux flammes jumelles. Les employés étaient furieux, les fournisseurs inquiets et les investisseurs commençaient à paniquer. Des captures d'écran de son rire circulaient aux côtés des découvertes de Lydia dans des conversations à voix basse. La rumeur disait que des membres du conseil exigeaient déjà des explications. Richard avait voulu m'isoler par l'humiliation, mais il s'était isolé lui-même par arrogance. Ces mots venaient de briser l'illusion qu'il ne pouvait se permettre de détruire, celle d'un respect envers les structures qui maintenaient l'entreprise en vie. Et cette illusion s'effritait désormais en temps réel, morceau par morceau, tandis que la vérité qu'il avait méprisée se dressait pour l'acculer. Au moment où le soleil commençait à décliner, le conseil d'administration de Proxima s'était déjà réuni derrière des portes vernies, un silence lourd de tension emplissant la salle. Lydia Cross avait déposé son rapport sur la table, page après page de contrats désormais marqués comme inapplicables. 480 millions de dollars d'accords fournisseurs réduits en cendres parce que Richard Hale considérait la conformité comme une plaisanterie. Le chiffre seul suffisait à perler la sueur sur les fronts, mais vint ensuite l'enregistrement, sa voix suffisante diffusée à tous les administrateurs. Les audits n'arrêtent pas la production, ce sont les gens. Le rire qui suivit claqua comme un coup de feu. Aucun contexte derrière lequel se cacher, aucun habillage possible, aucune chance d'effacer ce qu'il avait dit. Son arrogance était exposée dans sa forme la plus brute et chacun dans la pièce savait ce que cela signifiait pour l'avenir de l'entreprise. Pendant ce temps, j'étais à des kilomètres, assis dans la salle d'audit faiblement éclairée, mon téléphone vibrant de messages, le conseil l'étripe. Les investisseurs sont furieux. C'est peut-être la fin. Ces mises à jour, éclatées en rafales, nourrissaient un calme étrange qui s'ancrait peu à peu en moi. Des heures durant, j'avais porté le poids de mon nom affiché en disgrâce sur les écrans, mais à présent le fardeau se déplaçait. Richard croyait maîtriser le récit, mais c'était le récit qui désormais le tenait. Dans la salle du conseil, il tenta de se ressaisir. Il fit défiler des documents, sa voix montant en volume mais vacillant en conviction. Nous ne pouvons laisser un seul faux pas perturber les opérations. Les contrats seront réaffirmés. Nous aurons les signatures d'ici ce soir. Ce n'est rien de plus qu'un retard procédural. Sa main tremblait en manipulant les papiers, mais chaque page trahissait le vide. 13 directeurs des opérations, de la logistique et de la conformité avaient déjà démissionné dans la journée, beaucoup par solidarité avec moi. Leurs signatures manquantes laissaient des codes trous béants, là où des validations auraient dû se trouver. Richard aboyait des questions. Où est l'autorisation de la distribution Ouest? Où est l'approvisionnement? Qui a validé la chaîne du froid? Mais chaque dossier ouvert revenait vide, figé, en attente d'approbation qui n'existait bien plus. Son pouvoir n'avait jamais été réel. Il avait toujours été emprunté à la conformité et à la coopération. Et les deux avaient disparu. Les investisseurs rejoignirent l'appel, leur voix aiguisée d'impatience. L'un d'eux cita ma phrase comme si elle avait été gravée dans les fondations mêmes de l'entreprise. Les systèmes n'avancent pas sans vérité. Si votre COO ne comprend pas cela, quelle confiance pouvons-nous accorder au leadership de Proxima? La pièce se refroidit. Richard tenta de fanfaronner, affirmant que mes mots avaient été déformés, mais plus il parlait, plus son désespoir transparaissait. Son front brillait sous les néons, son col humide de sueur. Il s'agrippait à des fragments de contrôle, promettant que les audits seraient rattrapés, les livraisons validées, les contrats sauvés. Mais ces phrases se désagrégeaient. Le même homme qui avait souri en m'effaçant bredouillait à présent comme un novice pris en flagrant délit de mensonge. Puis, survint le moment auquel il ne pouvait échapper. Un administrateur habituellement silencieux se pencha vers le micro et posa la seule question qui comptait. « Monsieur Hale, pouvez-vous confirmer pourquoi le nom de votre neveu apparaît comme cosignataire des audits fournisseurs ?» Le silence qui suivit fut plus assourdissant que toute son allocution. Richard ouvrit la bouche, la referma, puis tenta un rire qui se brisa à mi-chemin. Eva n'aidait, simplement. Il remplissait.
Mais la voix de Lydia trancha net, précise comme une lame. Aider n'est pas autorisé. Selon les statuts de Proxima, ces signatures sont à l'ins, sont invalides. Tout contrat signé ainsi est nul. Ce n'est pas de l'aide, c'est une faute professionnelle. Son ton calme pesait plus lourd que toutes ses gesticulations. L'explosion fut totale. Les administrateurs pressaient pour obtenir des réponses, les investisseurs exigeaient des comptes, et le masque de Richard s'effritait devant l'audience même pour laquelle il avait bâti toute sa carrière. Les messages affluent sur mon téléphone. Il est acculé. Il transpire. C'est fini. Je m'adossais à ma chaise, l'épuisement m'enveloppant, mais avec lui venait la vindication. Je n'avais pas crié, je n'avais pas fait irruption dans cette salle. J'avais simplement laissé la vérité s'élever d'elle-même, et maintenant, elle démolissait l'empire qu'il croyait inébranlable. Quand le marteau tomba enfin, la décision du conseil fut rapide et clinique. Richard Hale était suspendu dans l'attente d'un examen pour manquement à la conformité et atteinte à la réputation. Son règne, bâti sur la peur et les raccourcis, s'effondra dans l'espace même où il imposait autrefois l'obéissance. Au final, il n'avait pas été défait par moi, ni même par Lydia, mais par son propre mépris des systèmes qu'il jugeait insignifiants. Et en lisant la mise à jour sur mon écran, je compris que l'humiliation qu'il avait écrite pour moi était devenue le scénario de sa propre chute. La mise à jour du conseil est apparue sous la forme d'une ligne stérile sur mon écran. Richard Hale, suspendu dans l'attente d'un examen pour manquement à la conformité et atteinte à la réputation. Pas de mise en scène, pas de déclaration grandiloquente, seulement la ponctuation discrète d'une ère qui s'effondrait. Je me suis renversé dans mon siège, vidé par cette longue journée, la lueur du moniteur projetant des ombres sur les classeurs d'audit encore empilés autour de moi. Pendant des heures, j'avais porté l'humiliation comme un poids sur ma poitrine, mon nom réduit à un titre écarlate, mais ce poids s'était dissipé. À sa place restait quelque chose de plus solide, non pas le triomphe, mais la vindication. Je n'avais pas crié, je n'avais pas supplié, je n'avais pas cherché le spectacle. J'avais fait confiance à la vérité incrustée dans les systèmes que Richard avait ignorés, et cette vérité m'avait porté bien plus loin que la colère n'aurait pu le faire. Alors que la nuit tombait derrière les vitres, mon téléphone vibrait sans relâche. Des recruteurs que je n'avais jamais contactés demandaient des entretiens. Des concurrents qui m'avaient autrefois traité comme invisible écrivaient désormais « Nous serions honorés de vous compter parmi nous ». Des partenaires que j'avais protégés au cœur des crises m'envoyaient des messages sobres de respect. Ce que Richard avait voulu effacer avait au contraire gravé mon nom là où je n'aurais jamais pensé atteindre. Sa tentative d'humiliation s'était muée en preuve de ma valeur, non par le bruit, mais par la préparation. Puis vint le message qui scella tout. Un de mes adjoints m'envoya une capture d'écran. Ma phrase « Enregistrez tout. Les systèmes n'avancent pas sans vérité ». Imprimée sur une affiche dans le hub opérationnel, scotchée au-dessus du tableau où s'organisaient les plannings. Elle ne m'appartenait plus. Elle appartenait désormais à l'entreprise, à ceux qui avaient porté le poids avec moi pendant des années. Le rire de Richard s'était éteint dans la salle du conseil, mais mes mots vivaient dans les couloirs. Je sortis des heures plus tard dans la fraîcheur de la nuit, l'épuisement pesant sur mes épaules, mais allégé à chaque pas. 15 années de loyauté, souvent au détriment de ma propre vie. Ce soir, j'avais appris que la loyauté envers la vérité comptait davantage que l'obéissance au pouvoir. L'arrogance de Richard Hale s'était effondrée parce qu'il croyait que le contrôle suffisait. Moi, je savais. La préparation n'est pas l'obéissance, c'est une protection. La vérité survit à l'arrogance. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais assez libre pour croire que ce que j'avais construit ne pourrait jamais être réduit au silence, ni par un titre, ni par un spectacle, et certainement pas par Louis. Quand Richard Hale a essayé de m'effacer avec un simple titre, j'ai compris que le vrai pouvoir ne venait ni du volume, ni du spectacle. Il venait de la préparation. Mes garde-fous, mes dossiers, ma discipline silencieuse étaient pas plus solides que son arrogance. Voilà l'essence de la vengeance par redirection. Je ne l'ai pas détruit. J'ai laissé les systèmes qu'il méprisait révéler la vérité. Et au final, cette vérité l'a forcé à rendre des comptes. C'est important, car les lieux de travail à travers toute l'Amérique regorgent de dirigeants qui confondent contrôle et compétence. Beaucoup d'entre nous ont déjà subi des licenciements soudains, des humiliations publiques ou des patrons qui prennent des raccourcis tout en exigeant une loyauté aveugle.
Le danger n'est pas seulement personnel, il menace des organisations entières lorsque la peur remplace la structure. Si vous avez déjà sacrifié vos nuits, vos week-ends ou des moments en famille pour ensuite être écarté comme si vous ne comptiez pas, cette histoire est pour vous. Vous n'êtes pas invisible. Votre préparation, vos standards, votre exigence de bien faire ont de la valeur, même si la voix la plus bruyante dans la salle prétend le contraire. La documentation, la patience et la préparation ne sont pas de la paperasserie. Ce sont des leviers. Chaque checklist, chaque journal, chaque piste de signature est un garde-fou qui protège non seulement votre travail, mais aussi votre intégrité. Quand les mauvais acteurs vont trop loin, ces structures deviennent les preuves qui survivent à leur vacarme. Comment commencer dès aujourd'hui? Conservez des traces précises, emails, journaux, validations, chaque détail est votre bouclier. Construisez des systèmes qui ne dépendent pas de l'humeur ou des raccourcis d'une seule personne. Restez calme quand on vous attaque. La vérité n'a pas besoin de théâtre pour peser. Rappelez régulièrement à votre équipe que l'intégrité compte plus que la peur. Votre revanche n'a pas besoin d'être bruyante, elle doit simplement durer. Partagez en commentaire si vous avez déjà vécu une situation semblable, envoyez cette histoire à quelqu'un qui a besoin de force et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits.